C'est lundi, il fait gris, mais c'est l'heure du SOS Ciné News Show. En fait, si tu regardes cette vidéo et que c'est pas lundi... Ouais, mais c'est chiant. On va commencer dans le dur et on va parler de la FX3, nouvelle arrivée dans la gamme Cineline de chez Sony. Alors, quelle est la différence entre l'Alpha 7S III et la FX3? Et pour ça, YouTube a la réponse. Alors, je te laisse aller directement sur YouTube. Là, Isabelle est en train de te faire un petit tuto en live. Tu tapes différence entre Alpha 7S III et FX3 et tu cliques sur Entrée. Et voilà! Plus sérieusement proche cousin de l'Alpha 7S III, les véritables différences se situent sur l'ergonomie de la caméra. Pensez pour les filmmakers, on peut tout à fait se passer de cage avec la FX3. En effet, tout autour de boîtier, on trouve des pas de vis qui permettent l'implémentation des accessoires. Sony sort même une poignée qui va aller directement se fixer sur le haut de la caméra, sur lequel on va pouvoir rajouter le module K3M, qui est le module son permettant des entrées XLR dans le boîtier. Vous trouverez les mêmes fonctionnalités vidéo dans la FX3 que dans l'Alpha 7S III, mais quelques tests montrent un meilleur rolling shutter sur la FX3. Pour rappel, le rolling shutter, c'est chiant. J'explique ce que c'est que le rolling shutter? Ouais, c'est chiant d'expliquer ce que c'est que le rolling shutter. Viens. Voilà, viens. Parle dans le micro. Voilà. Explique-nous. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Camille. Tu t'appelles Camille. Et qu'est-ce que tu vas nous expliquer aujourd'hui, Camille? Je vais vous expliquer ce que c'est que le rolling shutter. Très bien, Camille. Est-ce que tes parents regardent cette vidéo, Camille? Oui, et ma mamie aussi. C'est chouette. On salue mamie qui est dans le public. Alors vas-y, Camille, qu'est-ce que c'est le rolling shutter? Alors, le rolling shutter, c'est quand, en fait, ton capteur, il enregistre ligne par ligne. Et du coup, quand tu bouges ton appareil de droite à gauche, tes lignes droites sont plus droites, elles sont de travers. Donc c'est un défaut. Et on applaudit bien fort Camille pour l'explication de ce rolling shutter. Formidable. Vous trouverez aussi sur la FX3 un levier de zoom juste en dessous du bouton REC qui va vous permettre une compatibilité avec les zooms cerveau de chez Sony. Et enfin, l'apparition du Tolly sur la caméra. Le Tolly, c'est la petite lumière rouge qui signale à ton interlocuteur que tu es en train d'enregistrer. Et là, sur la FX3, les mecs, ils se sont pris pour le Père Noël parce qu'ils t'en ont mis partout. Ils t'en ont mis sur l'écran, ils t'en ont mis devant, ils t'en ont mis sur les côtés, ils t'en ont mis derrière. Et enfin, le profil S Cinetones qu'on retrouvait chez les grandes sœurs FX6 et FX9. C'est un profil colorimétrique particulièrement apprécié des cinéastes puisqu'il met en avant les tons de chair. Hein, voilà, les tons de chair, c'est-à-dire les peaux, et c'est très important d'avoir des jolies peaux lorsqu'on filme des êtres humains, n'est-ce pas? Si tu es d'accord, marque oui dans les commentaires. L'Alpha 7S III n'est pas en reste puisqu'une mise à jour du boîtier va permettre l'implémentation du profil S Cinetone dans l'Alpha 7S III. Cela dit, si vous êtes un génie comme moi et que vous avez mis tous les ordinateurs de votre parc à jour sur Big Sur, eh bien vous ne pouvez pas faire la mise à jour de l'Alpha 7S III. Voilà. Je suis con. Et enfin, pour terminer avec Sony, Sony annonce 3 événements majeurs en mars. Le 9 mars, lancement d'un nouveau micro. Le 15 mars, lancement du 50 mm 1.2 de chez Sony. Souvenez-vous, dans une précédente vidéo, je vous avais dit, j'avais commis une erreur, que le 35 mm 1.4 de chez Sony avait été retardé. Je voulais en effet parler du 50 mm. Et puis, il a été remplacé par le 50 mm 1.2. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les amoureux des optiques rapides et lumineuses. Et enfin, aux alentours du 23 mars, peut-être l'annonce des nouvelles optiques ciné de chez Sony. Affaire à suivre. Autre news dans le domaine de la lumière, avec notamment Light Panel. Light Panel, ce sont les premiers à avoir fait des panneaux LED pour les tournages. Alors c'était très innovant pour l'époque, et malheureusement ils se sont fait dépasser par des constructeurs comme Arri par la suite. Light Panel arrive avec un nouveau produit, il s'appelle le Lycos. C'est une petite minette. Et ils reprennent cette technologie avec une LED avec des alvéoles de Fresnel par-dessus la LED. Alors, comme vous pouvez le voir dans le design du produit, vous avez une petite poignée, ça a l'air très solide, très ergonomique. On peut mettre une batterie NPF derrière. Et la particularité de ces LED avec des alvéoles juste dessus, ça permet de booster la puissance de la LED. C'est là où je reste un petit peu perplexe, c'est-à-dire que, à mon sens, une minette, si elle est spotée, on va tout de suite sentir le projecteur comme on est extrêmement près de la personne que l'on filme.
Et donc rajouter des alvéoles qui vont renforcer cet effet spot sur la minette, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie d'avoir comme effet lorsque j'utilise une minette. J'ai envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus diffus. Après, je comprends tout à fait l'implémentation de cette technologie dans les minettes. C'est pour répondre à un besoin marketing, le besoin de montrer que la minette s'est crachée du luxe, qu'elle s'est envoyée de la lumière. Et c'est là où je me demande, et ça va faire aussi l'objet de notre prochaine news, à quel moment on arrête de prendre des enjeux marketing comme des marqueurs des technologies que l'on doit implémenter dans notre boîtier. Et pour ça, je fais référence aussi à Canon et son M50 Mark II. Alors, le M50, c'est pas vraiment un boîtier que je vais utiliser ou qui va vous plaire. C'est un boîtier d'entrée de gamme qui est généralement proposé à des vidéastes en herbe. On est sur des prix avoisinant les 600-700 € avec un capteur APS-C. Et la monture M n'a pas connu de succès majeur, en tout cas en Europe. Elle a été un petit peu plus mise en avant au Japon. Mais c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'ils mettent en place. Et je vous laisserai réagir dans les commentaires. Tout d'abord, le S50 Mark II. C'est pas une évolution majeure du M50. Il filme pas en 4K, il a pas de capteur stabilisé. Ce qu'il va offrir en plus, c'est vraiment une mise à jour de firmware, Firewire, de Flugodo, de Flume. On va nettoyer la sortie HDMI, ce qui veut dire qu'on va nettoyer la possibilité d'afficher un signal HDMI sans les infos du boîtier. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait mettre à jour dans le soft. On va aussi implémenter la fonction de tracking des yeux. C'est aussi quelque chose qu'on a vu par le passé rentrer dans le soft lors de la mise à jour du boîtier, du firmware. Et tout le marketing qu'il y a autour de ce boîtier, c'est de présenter ce boîtier comme étant le nouvel atout du créateur de contenu. Alors, soit Canon s'inspire du fait qu'il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais pas oublier qu'ils le sont pour promouvoir ce boîtier, soit ils ont complètement perdu de vue les enjeux de la vidéo. Canon n'explique pas en fait les avantages d'avoir un grand capteur. Canon ne remet pas dans son marketing les fondamentaux de la vidéo et de la photographie. Non, Canon va tout à fait aller essayer de répondre aux besoins des créateurs de contenu en expliquant qu'ils ont créé un boîtier qui se connecte avec ton téléphone, chose que tous les boîtiers sont capables de faire, que tu peux le mettre en Wi-Fi et l'utiliser comme webcam, que tu peux le mettre à l'horizontale et filmer à l'horizontale, que blablabli, blablabla, et pendant une vidéo de 10 minutes qui est dure à regarder, on voit cette femme en train de se débattre dans des arguments marketing, en train de mettre en avant le micro de chez Canon, qui malheureusement, on peut l'écouter, là je vous le mets un extrait. Hi, I'm Vanessa Joy, Canon Explorer of Light, and we are live here on YouTube. Alors, on peut pas dire que le son a de quoi séduire. Le sac de chez Canon, les pantoufles de chez Canon, le Tupperware de chez Canon. Voilà, là où remettre les fondamentaux dans un discours marketing en expliquant à quoi ça sert d'avoir des grands capteurs, remettre de l'argent dans de la formation, dans de la connaissance, non, eux ils préfèrent sortir un nouveau Canon EOS M50 Mark II qui n'est pas forcément utile, nous vendre un marketing douteux qui va malheureusement pas trouver sa niche. That it's a great solution for budding photographers, food and product photographers, social media content creators, moms like me, and live streamers. Tout ça parce que finalement, leurs revendeurs qui ont des contrats de distribution sélective avec la marque vont être obligés d'acheter et de stocker ce boîtier. Quand tu es revendeur agréé Canon, tu as un contrat avec la marque et tu te dois de stocker certaines unités des produits qui sortent. Et ça, je trouve ça moyen. Je voulais vous parler d'un outil qui s'appelle le Loupedeck, mais je vais pas en parler parce que c'est de la merde. Vous ne sentez pas comme une sorte d'épouvantable odeur? Et donc du coup, on va faire l'impasse sur cette news. Voilà. Voilà. Non, mais toutes les personnes à qui j'ai parlé du Loupedeck, ils m'ont dit ah non, j'utilise pas ça, c'est de la merde. Oh, ok, bon bah du coup, voilà, pas de Loupedeck. Autre nouveauté cette fois-ci, et c'est dans les accessoires pour gimbal, c'est Tilta qui nous sort le Tilta Float. Les early adopters que nous sommes auront sûrement vu quelques photos sur la toile d'un espèce de système qui permet de transformer son Ronin RS2 en un Steadicam. Je suis mimeur de Steadicam professionnel. Si vous avez besoin, bar mitzvah, anniversaire, n'hésitez pas. Alors bien sûr, avec le Tilta Float, il est ici question de transformer son Ronin RS2 en Steadicam. Ce qui est intéressant avec cette innovation, par-delà le fait qu'il est évident que
Tilta essaie de réconcilier les Steadicamers avec l'utilisation de nacelles gyrostabilisées. C'est la manière de voir dont le boîtier hybride intègre de manière assumée les workflows de production professionnelle. Je vous explique. Ceux qui ont connu dans ma jeunesse l'arrivée du 5D en 2008 s'en souviennent. C'est compliqué de s'aimer après ça, quoi. Faut bien comprendre que j'ai laissé tout ego de côté, il y a longtemps. Voilà, c'est-à-dire qu'un jour, je marchais dans la rue, mon ego est parti, je l'ai plus jamais retrouvé, quoi. Et donc, le complexe du filmmaker qui utilisait un 5D, c'était que lorsqu'il arrivait sur un shoot et qu'il sortait son appareil photo, il n'était pas forcément pris au sérieux par les autres gars de la profession ou même par ses clients, et que très vite, dans la bijoute du filmmaker indépendant et des jeunes boîtes de production qui achetaient ce genre de boîtier, est arrivé la matbox, la cage, les accessoires, on mettait tout ça sur un gros pied, comme ça on faisait très professionnel et on avait des grosses caméras qui marchent. On était bien contents. Et aujourd'hui, l'Alpha 7S2 a fini de vulgariser l'adoption de ce type de boîtier dans la production vidéo, quoi. Et je vais faire un autre parallèle, c'est lors de l'arrivée aussi de ces nacelles gyrostabilisées. Alors vous vous souvenez peut-être du Movie ou du premier Ronin, hein, le Ronin, c'était incroyable, quoi. Pour 1500 balles, t'avais un truc, tu pouvais gyrostabiliser, t'avais pas besoin d'avoir des connaissances, t'avais pas besoin d'avoir fait de stage, et c'était un petit peu la bête noire des Steadicamers, et de manière complètement candide, à l'époque, tous, moi, mes collègues, je me souviens, on comparait ça au Steadicam. Alors avec le recul, effectivement, cette comparaison est absurde, puisque c'est pas du tout le même accessoire et ça n'a pas la même utilité. Mais c'est tout à fait humain, lors d'une évolution technologique, de vouloir rattacher ça à des choses que tu connais. Bien sûr, la comparaison prend fin dans le milieu professionnel avec l'arrivée du Arri Trinity, où la firme développe une technologie de pointe et montre comment l'implémentation de composants électroniques dans le mouvement de la caméra permet de mettre tout le monde d'accord. Et de dire au Steadicamers, les cocos, vous êtes bien gentils, mais voilà ce qu'on peut faire avec une nacelle gyrostabilisée. Bon, à 70 000 balles, c'est pas à la portée de tout le monde, c'est assez compliqué d'utilisation, et puis surtout, ça embarque des grosses caméras, enfin des typologies de caméras, type Alexa, c'est capable de supporter du poids. Et c'est là que le tilt-à-float devient un objet intéressant. Pardon, j'étais obligé de la faire. On est en droit de se poser la question si c'est un objet intéressant ou un simple skeuomorphisme. Oh là 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 là. Et ce n'est pas le Ronin RS2 qui a permis l'invention du Tilt-à-float. Ce qui est même intéressant, c'est de voir que lorsque Tilta fabriquait des gimbals, il n'avait pas mis au point de tels accessoires en vente, mais que c'est l'implantation des codecs professionnels à l'intérieur de boîtiers de petite taille. Et là, je tiens à saluer des firmes comme Blackmagic avec le Biro. Je tiens à saluer aussi Nikon avec l'implémentation du ProRes RAW à travers du Ninja, donc d'Atomos, de Panasonic avec l'arrivée des S1H qui ont été les premiers boîtiers hybrides validés par Netflix, de Sony avec l'Alpha 7S3 qui réussit et de la FX3 dont on a parlé dans ce live, qui réussit vraiment à prendre du 4.2 10 bits, à mettre des débits impressionnants dans des tout petits corps de caméra et qui permettent d'installer ça sur des petits gimbals comme le Ronin RS2. Et tout ça décomplexe l'industrie dans l'utilisation de ces appareils dans un workflow de plus en plus complexe. Alors peut-être que l'industrie a besoin de passer par cette phase de régression en essayant de faire ressembler un Ronin RS2 à un Steadicam, afin, comme on l'a fait dans le passé, de s'en approprier l'utilisation par une phase de comparaison avec les éléments dont elle se sert de tous les jours, avant la naissance d'autres form factors, d'autres accessoires qu'on n'a pour l'instant pas imaginés. Mais cela ne passera que par vous, les créateurs, que par de nouvelles manières de penser l'image, que de nouvelles manières de penser le mouvement. Et j'en appelle à nos pairs, au 7e art français, avec l'arrivée des premières fois où on mettait une caméra sur l'épaule et de la nouvelle vague. Je pense aussi à Shining, avec ce magnifique plan de Steadicam dans les couloirs, suivant le petit enfant qui pédalait sur son vélo avant de tomber sur une mare de sang d'un ascenseur qui s'ouvre. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain SOS Ciné News Show.